Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des GPU d'occasion, puisque comme je l'ai dit dernièrement, on est en train de rentrer dans une période où on risque d'avoir énormément de GPU sur le marché d'occasion qui vont débarquer, puisqu'on a un crash des cryptos. Voyons voir du coup si ça vaut le coup d'acheter un GPU qui a déjà miné ou pas. Allons-y, c'est parti. Alors, le crash des crypto-monnaies et la grande braderie qui s'ensuit la plupart du temps, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà connu il y a plusieurs années, ça fait 2-3 fois que ça arrive maintenant qu'on a un cycle avec une forte demande au niveau des GPU pour du minage de crypto, et ensuite, quand c'est plus rentable, la plupart des mineurs de crypto revendent le matos, soit parce qu'ils sont déjà rentables, soit pour essayer d'éviter de ne pas l'être. Et la période que l'on connaît actuellement, je dirais, c'est un petit peu la période d'avant le séisme. Certains mineurs de crypto ont déjà lâché l'affaire, et d'autres sont encore en train de réfléchir. Et un des points les plus importants qui va arriver, ce sera l'annonce officielle des futurs GPU, qui risque de mettre un coup de pression pour revendre justement les GPU de la génération actuelle. Et la question bien légitime qui revient à chaque fois, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas risqué d'acheter un GPU qui a servi à miner de la crypto-monnaie pendant quelques mois, pendant des années? Est-ce qu'il y a un risque ou pas derrière? D'autant plus quand on a des sites comme ici TechRadar qui nous sort des papiers disant peu importe ce que vous faites, n'achetez pas de GPU d'occasion dans aucune circonstance à l'heure actuelle. Alors c'est complètement débile déjà de base, et en plus de ça, c'est beaucoup plus subtil et complexe qu'il n'y paraît de premier abord. Tous les GPU qui sont sur le marché de l'occasion, et tous les GPU qu'ils aient minés ou pas, ne sont pas jetés. Ce qui est important déjà à prendre en compte quand on veut acheter un GPU d'occasion, déjà c'est pas une voiture. Il n'y a pas de pièces qui s'usent, entre guillemets. Les performances du GPU en lui-même ne vont pas se dégrader dans le temps. Un GPU, s'il fonctionne, ses performances seront exactement les mêmes, que vous l'achetiez neuf ou que vous l'achetiez d'occasion ou que vous l'achetiez à un mineur de crypto-monnaie. En plus de ça, le minage de crypto-monnaie, tout comme l'overclocking ou toute pratique qui est faite avec un GPU, c'est absolument indécelable de visu. On ne peut pas savoir ce que le GPU a fait ou pas avant de l'acheter, à part si la personne vous le dit honnêtement ou pas. Donc toutes les annonces qui précisent le GPU n'a jamais miné de crypto-monnaie ou le GPU n'a jamais été overclocké, en réalité, ça ne veut strictement rien dire. Malgré tout, il y a certains paramètres à prendre en compte quand on va acheter un GPU d'occasion, d'autant plus un GPU qui a miné de la crypto. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un mineur de crypto, dans les bons usages, on va dire, il va pas utiliser le GPU à fond de balle H24 pendant des mois ou des années. Pour être le plus rentable possible, en minant de la crypto, c'est plus intéressant justement de baisser les fréquences, les voltages. Le GPU en lui-même, en réalité, il ne va jamais vraiment chauffer beaucoup. Par contre, il y a deux pièces qui peuvent prendre un petit peu plus cher dans l'histoire. Eh bien ce sera la RAM, et c'est particulièrement vrai sur la génération actuelle de GPU, avec la GDDR6X, on y reviendra un petit peu plus en détail après. L'autre pièce qui, elle, s'use réellement sur un GPU qui est utilisé pour miner de la crypto, eh bien c'est le ventilateur, puisque le ventilateur c'est quasiment la seule pièce mécanique présente sur un GPU. Et les ventilateurs, bien évidemment, pour un mineur de crypto-monnaie, le but du jeu, ce sera que le GPU soit le plus frais possible, donc souvent, les mineurs de crypto vont faire tourner leur ventilateur sur leur GPU à fond de balle. Et ça, évidemment, quand vous achetez le GPU derrière, ça veut dire que le ventilateur peut tout à fait rendre l'âme plus rapidement qu'il ne l'aurait fait en utilisation classique. Bref, ce qui peut poser un problème avec un GPU qui a miné de la crypto, c'est pas le GPU en lui-même, puisque lui, la plupart du temps, il n'y aura pas de souci, c'est plus tout ce qui se trouve autour en fait, puisque c'est un petit peu à l'image d'une carte mère sur un PC. Un GPU, en gros, on a une carte mère et sur celle-ci, on va brancher le processeur, la RAM autour, un étage d'alim, bref, un GPU, c'est quasiment un mini PC à lui tout seul. Et ça vous aura pas échappé, un processeur, de manière générale, il n'est pas très à risque quand on l'achète d'occasion, en dehors des histoires de pins tordus chez AMD. Les processeurs Intel par exemple, il y a peu de chances qu'ils ne fonctionnent pas du tout, ou généralement ça se voit tout de suite puisqu'ils ne bootent pas.
Et si l'histoire de performance d'un GPU qui a été utilisé pour miner de la crypto vous intéresse, il y avait Linus Tech Tips qui avait fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Elle est toujours tout à fait valable, et en gros la conclusion c'est non, il n'y a pas de différence entre un GPU qui a été utilisé normalement et un GPU qui a été utilisé pour miner de la crypto. Au niveau des performances, c'est totalement identique. Sinon, au niveau des GPU de la génération actuelle, comme je le disais précédemment, moi, il y a quelque chose qui me dérange tout particulièrement en ce qui concerne les GPU équipés de mémoire GDDR6X, c'est-à-dire la 3070 Ti, la 3080, 3092 Go, 3080 Ti, et la 3090, et la 3090 Ti. Le gros problème de la GDDR6X, c'est que c'est une technologie de mémoire qui chauffe énormément, et qui consomme aussi énormément. Et c'est un problème tout particulièrement parce que quand on mine de la crypto-monnaie, ceux qui minent de l'Ethereum vont chercher justement à pousser la RAM le plus haut possible pour avoir le plus de rentabilité possible. Et la GDDR6X, dans ce cas-là, à un moment ou à un autre, ça peut être une faiblesse. Et c'est particulièrement le cas de la 3090, tout simplement parce que contrairement à toutes les autres, sur la 3090, on a 24 Go de RAM, ok, bon c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on a de la RAM ici sur le devant de la carte comme on le voit, mais on a aussi sur la 3090 de la RAM derrière le PCB. Donc c'est ce qu'on appelle le clamshell, et c'est différent de toutes les autres RTX 3000, c'est le seul modèle de carte qui propose de la GDDR6X en clamshell. Et le clamshell, de manière générale, c'est un petit peu plus risqué, on va dire ça comme ça, pour la longévité de la carte, parce que ça crée un point sur le PCB où il y a une forte chaleur, et en plus de ça, comme je viens de le dire, la GDDR6X chauffe de manière générale énormément. Et si elle n'est pas bien refroidie, ça pourrait vraiment être une faiblesse à un moment ou à un autre. Alors après, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi sur le sujet, vous pouvez penser que ça posera jamais de problème, et il y a très certainement des cas où ça ne posera jamais de problème. Sur les autres cartes de la gamme Ampère, il n'y aura peut-être pas de souci du tout, on n'en sait rien. On n'a pas assez de recul sur la durée de vie de ces GPU pour l'instant. Il n'y a pas d'hécatombe majeure à ce qu'on entend dire pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, ce type de carte, tout particulièrement la 3090, ne pourrait pas être impacté par un taux de panne plus élevé que d'ordinaire. Encore une fois, je ne dis pas que toutes les RTX 3000 équipées de GDDR6X vont passer à la casse ou qu'il ne faut pas les acheter ou qu'elles ont un problème de conception, quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis. Ici, je dis juste que dans le cadre d'une utilisation en minage de crypto-monnaie, comme on fait fonctionner la RAM à pleine balle, sur ce type de GPU en clamshell, pour moi, ça représente potentiellement un souci. Mais bien évidemment, quand je dis que ça représente un souci, ça veut aussi dire que potentiellement il n'y aura jamais aucun problème. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Je ne souhaite pas que tout tombe en panne, ou je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas acheter de 3090 d'occasion. Il y a plein de paramètres à prendre en compte dans la vie d'un GPU. Pour moi, ça reste malgré tout un produit que personnellement j'aurais pas forcément envie d'acheter, tout en sachant qu'elle a été utilisée pour miner de la crypto. D'autant plus qu'on le sait, et c'est pas un scoop, il y a un paquet de modèles de cartes équipés de GDDR6X qui n'étaient pas super bien refroidis, particulièrement au niveau de la RAM. Et c'est pour ça qu'on avait la grande mode du repad, donc ça voulait dire changer les pads thermiques d'origine qui étaient présents sur le GPU, soit parce qu'ils n'étaient pas de très bonne qualité, soit parce que le contact qui était avec le système de refroidissement n'était pas assez bon. Ce qui fait que pour beaucoup de monde, changer les pads thermiques, ça permettait de gagner parfois 20 degrés par rapport au refroidissement à stock. Mais tout le monde n'a pas forcément envie de mettre les mains dans le cambouis pour changer ses pads thermiques. Et il y a des modèles de cartes qui étaient un petit peu borderline, on va dire, au niveau du refroidissement de cette GDDR6X, qui s'auto-régule. À un moment, si c'est trop chaud, elle va throttler, comme on dit. Ça veut dire qu'elle va essayer de baisser sa fréquence elle-même pour éviter de faire de l'autocombustion, tout simplement. Donc pour moi, ça reste quand même un paramètre à prendre en compte dans l'achat d'un GPU d'occasion, tout particulièrement si on sait qu'il a miné. Ça s'arrête là. Autre point évidemment qu'il faut prendre en compte, c'est l'âge de la carte, tout simplement. J'irai pas personnellement me jeter actuellement sur une RX 480 8 Go qui a
potentiellement survécu à 2 saisons de minage de crypto. Celles qui vont se retrouver là maintenant sur le marché pourraient être problématiques. Pareil pour les 1066 Go, enfin il y a plein de GPU qui sont concernés. Et autant pendant la pénurie, j'avais pas forcément de mal à les recommander tout simplement parce que c'était pas les mineurs qui les revendaient à ce moment-là. Autant là maintenant, celles qui vont débarquer à vil prix, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont toutes à jeter, et si vous pouvez en trouver une à un vraiment très très bon prix, ça peut parfois être un deal tout à fait correct. Bref, vous avez vu un GPU qui vous intéresse, que le prix est pas trop dégueulasse sur Le Bon Coin, sur eBay, sur un forum communautaire ou même sur certaines boutiques qui proposent des produits reconditionnés, c'est de l'occasion aussi. Et là, vous vous dites, je veux passer à l'achat, qu'est-ce que je dois faire pour être le plus sécurisé possible? Alors déjà, si vous achetez sur un site type Le Bon Coin et que vous l'achetez en main propre, le mieux, la plupart du temps, ce serait de pouvoir la tester. C'est pas toujours possible, mais c'est quand même une grosse sécurité en plus. Et tester la carte, ça permet déjà de voir qu'elle se comporte normalement, si elle fait un bruit de malade, qu'elle chauffe énormément, il y a peut-être des questions à se poser, par exemple. Ensuite, si vous faites un benchmark, vous faites un petit 3D mark, un furmark, vous lancez un jeu quelconque, que vous voyez des artefacts à l'écran, généralement ce sera un carton rouge. Autre point intéressant à tester, c'est les sorties vidéo. Vous pouvez avoir un port DisplayPort qui ne fonctionne plus, ou un port HDMI qui ne fonctionne pas non plus, ça peut arriver. C'est pas forcément quelque chose de dérangeant, mais ça peut aussi parfois permettre de négocier un petit peu plus le tarif. En ce qui concerne le Coilwine, vous pouvez essayer d'utiliser des applications qui permettent de le voir ou de l'entendre plutôt assez facilement, du type le menu de Witcher 3 par exemple. Si vous ne mettez pas de cap de FPS, les FPS vont s'envoler, c'est la meilleure façon de voir justement l'intensité du Coilwine. Alors c'est inoffensif, ça pose pas de problème, mais ça peut être dérangeant au niveau du bruit. Il y a des Coilwine plus ou moins agressifs, et les gens sont plus ou moins sensibles à ce type de bruit aussi, donc s'il y a moyen de le voir d'une façon ou d'une autre, ou de l'entendre pour voir si c'est passable, pourquoi ne pas le faire? En dehors de ça, en réalité, il n'y a pas grand chose d'autre de faisable rapidement, puisqu'évidemment vous n'avez pas envie de passer 3 heures chez le vendeur, ça va sûrement le gaver assez rapidement, mais quand on achète du matériel relativement cher, on essaye de prendre le plus de précautions possible. Bien évidemment, ensuite, un des points les plus importants, ce sera de bien s'assurer que le vendeur en question possède bien la facture d'achat. Il n'y a aucune excuse de ne pas avoir une facture quand on est le premier acheteur. C'est très facile de se la procurer sur le site où on a acheté la carte graphique en question. Et je vous avouerai que moi, personnellement, pas de facture, pas d'achat, surtout si c'est un GPU récent. Si c'est des GPU qui ont plusieurs années, je suis plus enclin à prendre le risque que si c'est quelque chose qui a 6 mois. Si vous achetez à distance, la seule chose que vous puissiez faire pour essayer de rester quelque peu sécurisé, on va dire, encore une fois, c'est d'avoir à minimum la facture, et en plus de ça, c'est aussi d'essayer de voir le feedback de la personne, puisque si vous allez sur eBay ou sur Le Bon Coin, que vous voyez un profil d'acheteur qui a genre une semaine, qu'il propose un GPU à un tarif absolument incroyable, généralement ça sent un petit peu le pâté. Le paiement sécurisé Le Bon Coin, alors je ne sais pas si maintenant ça fonctionne vraiment, je sais juste qu'à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, le paiement sécurisé Le Bon Coin n'avait de sécurisé que le nom. Puisque quoi qu'il arrivait, au bout de 2 semaines, le paiement était débloqué pour le vendeur, et il avait son pognon quoi qu'il arrive, même si vous faisiez remonter un problème. Le Bon Coin, la plupart du temps, ne faisait qu'essayer de vous mettre en relation avec le vendeur, et il se passait pas grand chose d'autre derrière si le vendeur ne voulait rien entendre. Tant que vous aviez récupéré le colis, avec un colis suivi, eh bien, ça voulait dire que vous aviez accepté celui-ci, qu'il n'y avait pas de problème. En dehors de ça, la plateforme ne faisait rien. Ça a peut-être changé depuis, mais je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça fonctionnait comme ça. Malgré tout, si sur la plateforme vous trouvez un profil qui a plusieurs ventes, qui est établi depuis plusieurs années, et qu'il ne semble pas y avoir de problème majeur, on peut espérer qu'en achetant le matériel, il n'y ait pas de gros soucis. Ensuite, si vous achetez sur eBay, c'est un petit peu la même histoire, Il faut faire attention au feed de la personne. Si elle n'a pas de mauvaise note à longueur de temps, c'est que ça devrait plutôt bien se passer. En plus de ça, sur eBay, très souvent, la plateforme va se ranger du côté de l'acheteur,
à part s'il y a vraiment de gros soucis et de gros doutes en ce qui concerne l'acheteur en question. Autre point positif, sur eBay, vous pouvez payer par PayPal, ce qui vous fait une deuxième sécurité. À une certaine époque, eBay et PayPal, c'était plus ou moins la même boîte, c'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est eBay qui se charge de régler la transaction, c'est plus PayPal. Donc vous payez par PayPal et c'est eBay ensuite qui reverse l'argent au vendeur. Donc si vous utilisez PayPal, vous avez 2 protections au lieu d'une seule, ce qui est toujours bon à prendre aussi. En ce qui concerne les forums communautaires, encore une fois, là c'est un petit peu le feed qui va rester roi. Ça ne vous garantit pas que vous receviez le matos à un moment ou à un autre. Malgré tout, si c'est des gros vendeurs reconnus sur les forums type les forums hardware.fr, la plupart du temps ça devrait plutôt bien se passer. Ensuite, on a aussi les sites classiques qui font de l'occasion, type Amazon, Rue du Commerce, LDLC, tous les autres. On a maintenant très souvent une partie reconditionnée occasion. S'il y a un gros problème sur les ventes en occasion, je pense que la plupart des boutiques gèrent ça de façon normale. La seule vraie interrogation, c'est sur la durée de garantie du matériel d'occasion sur ces boutiques. Normalement, ça doit être 2 ans, il me semble. Je me souviens qu'à une certaine époque, sur LDLC, c'était 6 mois. Je sais pas si c'était vraiment légal. Je sais juste que d'expérience en achetant du reconditionné sur Amazon, quand il y avait un pépin, la garantie s'appliquait plus ou moins normalement, même si j'ai pas le recul sur plusieurs années. Généralement, quand j'avais un souci, ça claquait soit direct parce qu'il manquait un truc, ou soit ça marchait pas, ou soit c'était au bout de quelques jours. Donc sur la longueur, j'ai pas le retour nécessaire, mais je pense qu'Amazon, la plupart du temps, va traiter ce produit comme un produit classique. Donc acheter du matériel d'occasion sur les sites de vente classiques, c'est possiblement moins prise de tête que sur les sites de vente. Après, c'est aussi souvent un petit peu plus cher. Revenons aussi sur la garantie. Alors la garantie, ça peut être un problème quand on est le second ou troisième acheteur de certains produits. Déjà de base, normalement quand vous achetez un GPU à un revendeur, vous avez une garantie revendeur de 2 ans. C'est contractuel, c'est comme ça en Europe. Vous devez avoir une garantie de 2 ans avec la boutique, mais ça concerne l'acheteur, le premier acheteur. Si vous achetez une carte d'occasion, par exemple, si vous achetez une carte qui a été achetée sur le site du groupe LDLC, donc LDLC, Top Achat, Materiel.net et le shop hardware.fr, eh bien si vous êtes le second acheteur, si vous avez la facture, si vous avez un problème avec la carte en question, vous faites la procédure pour le SAV, eh bien le GPU de remplacement ou l'avoir qui va revenir à l'acheteur, eh bien ça va revenir au premier acheteur et non pas à vous. Et ça c'est quand même un sacré problème, donc si vous achetez un GPU d'occasion à quelqu'un qui a acheté un GPU sur un des sites du groupe LDLC, essayez à minima de conserver ses coordonnées, et en plus de ça, faites très attention que ce soit quand même quelqu'un de confiance pour pas vous retrouver avec un GPU qui serait remboursé sur son compte et que vous ne puissiez rien faire vous derrière. Alors ça ne fonctionne pas comme ça dans toutes les boutiques sur le web français. Sur les sites étrangers, c'est au cas par cas là aussi, mais très souvent les boutiques suivent le détenteur actuel qui a la facture. Sinon, en ce qui concerne la garantie constructeur, il y a des constructeurs qui vont demander une preuve d'achat, il y en a d'autres qui vont pas la demander. Ça c'est un petit peu au petit bonheur la chance, je dirais. Et aussi au niveau de la garantie constructeur, parfois on a des extensions de garantie qui sont soit offertes, soit payantes. Et ces garanties-là, elles ne sont pas transférables, ce qui veut dire que la garantie 3 ans ou 5 ans chez EVGA ou chez Gigabyte, chez n'importe quel fabricant, si l'acheteur premier l'a prise, eh bien vous, au final, vous n'aurez malgré tout que la garantie de 2 ans classique, à part si vous réussissez à vous arranger avec le vendeur, encore une fois. Bref, en dehors de toutes ces mises en garde, alors je sais, quand on étale tout comme ça peut faire un petit peu flipper, on peut se dire « j'achèterai jamais d'occasion, c'est trop risqué ». Ça vous regarde, je dirais, je peux l'entendre totalement. Par contre, c'est vrai aussi que pour faire un bon deal au niveau tarifaire, acheter d'occasion, c'est souvent plutôt intéressant. Et le but de la vidéo, c'est clairement pas de vous inciter à acheter d'occasion ou d'acheter neuf. Moi, j'essaie juste d'essayer de vous donner des clés et de vous mettre en garde pour ne pas avoir de problème après l'achat, justement, et de ne pas vous faire rouler.
Puisque oui, il peut y avoir des problèmes en achetant un GPU d'occasion, mais on peut aussi avoir des problèmes en achetant un GPU neuf. Et c'est aussi un paramètre à prendre en compte, hein. Un GPU, la plupart du temps, quand il va clamser, ça va se passer soit au tout début de sa vie, soit à la fin de sa vie. Entre deux, généralement, on a une période de plusieurs années où ça devrait pas vraiment poser de problème. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous achetez du matériel d'occasion, quel qu'il soit, il y a un petit côté chance, et ça concerne aussi le matériel neuf, hein. Dès que vous avez passé la garantie contractuelle des 2 ans, s'il y a une panne derrière, la plupart du temps, c'est la carotte. Donc c'est pareil quand vous achetez un GPU d'occasion, à part si vous le revendez très rapidement. Évidemment, le plus sécurisé quand on achète d'occasion, c'est d'avoir une connaissance qui vend le produit lui-même, c'est généralement le plus simple. Quand vous devez acheter à quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a un petit côté chance aussi, et si la personne qui vous vend le produit est honnête ou pas, ça malheureusement on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est un petit peu comme avec les livraisons de produits, hein. Les 3/4 du temps il n'y aura aucun souci avec tous les transporteurs. Par contre, évidemment, hein, il y aura toujours un moment ou un autre où quelqu'un va avoir un problème avec l'achat d'un GPU, c'est pareil en occasion. Après, c'est un petit peu le pas de bol, hein, qui intervient. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne veut pas entendre parler d'achat d'occasion pour du matos informatique, et d'autres qui ne jurent que par ça. Moi, personnellement, je me situe un petit peu entre les deux, et ça dépend surtout ce que j'achète. Il y a des produits, je préfère les acheter d'occasion, ça me pose pas de problème. Il y en a d'autres, je préfère les acheter neufs. Après, ça dépend de la somme à laquelle j'ai envie de payer ou de prendre un risque. Par exemple, hein, même si là maintenant on me proposait une 3090 à 800 balles, personnellement ce serait non. Je rajoute aussi avant de terminer, hein, puisque je l'ai pas dit avant, un GPU qui a miné de la crypto, c'est pas forcément un GPU qui sera complètement rincé, ou c'est pas pire qu'un mec qui va faire une utilisation classique du GPU, ou quelqu'un qui fait de l'overclocking avec son GPU, puisque ce qu'il y a de plus nocif pour ce type de matériel, c'est pas forcément de le laisser tourner H24, au contraire en fait. Ce qui est plus problématique, hein, c'est les montées en chaleur et en fréquence, et les descentes, les arrêts, les remises en route, ce genre de trucs. Ça pose plus problème au niveau du matos qu'une utilisation constante. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte malgré tout. Et un GPU qui a miné ne sera pas forcément plus problématique qu'un GPU qui a été utilisé de façon régulière pour simplement jouer, puisque celui-ci va tourner à des fréquences plus élevées la plupart du temps. Et dans un boîtier avec un mauvais airflow par exemple, ça pourrait être un GPU en fait qui soit plus rincé qu'un GPU qui a tourné H24 à des fréquences très basses pendant des mois. Bref, j'espère que ces quelques conseils vous permettront d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à faire des retours d'expérience dans les commentaires, hein, si vous avez eu des mauvaises expériences par exemple avec certaines boutiques au niveau des retours, ou certaines marques, hein, au niveau des retours GPU, puisque toutes les marques de GPU ne se comportent pas de la même façon. Et c'est bien aussi de savoir comment ça se passe quand vous achetez en seconde main, comment les marques se débrouillent aussi par rapport à d'autres. C'est un petit peu la jungle. Et si vous avez d'autres petits conseils à laisser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez soutenir la chaîne, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, des bisous à la prochaine, salut!